À la une de ce journal, le Mexique expédie 29 narcotrafiquants dangereux aux États-Unis. Une démarche pour apaiser les tensions face aux droits de douane annoncés par Donald Trump. Les détails dans un instant. Et puis, le Chili craint les conséquences des potentielles taxes américaines sur le cuivre, alors que Donald Trump vise à protéger l'industrie nationale et à limiter l'influence de la Chine sur le marché. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du Journal international. Le Mexique a envoyé aux États-Unis 29 de ses plus dangereux narcotrafiquants emprisonnés. Un nouveau moyen d'amadouer Donald Trump alors que le président américain a confirmé l'application de droits de douane sur les produits venant de Mexique à partir du 4 mars. Parmi ces criminels, il y a des figures du crime organisé mexicain. Le Mexique a annoncé ce jeudi 27 février l'extradition sans précédent de 29 narcotrafiquants vers les États-Unis. Les autorités mexicaines ont communiqué sur cette extradition groupée exceptionnelle en début d'après-midi, alors qu'une bonne partie du gouvernement se trouve à Washington pour éviter que l'administration de Donald Trump ne taxe à 25% des exportations à partir du mardi 4 mars. Caro Quintero, les États El Guerrito, ces noms sont connus de tous les Mexicains. Chefs de cartel, assassins sanguinaires, pendant des années, ils ont terrorisé le pays avant de se faire capturer et emprisonner au Mexique. Parmi eux, deux frères, nom de code Z-40 et Z-42, des anciens soldats de l'armée mexicaine devenus bras droit du cartel del Golfo qui opère dans le nord du Mexique. Mais celui que les États-Unis attendaient le plus, c'est Rafael Caro Quintero, fondateur du cartel de Guadalajara et figure emblématique du narcotrafic mexicain, considéré comme ennemi public numéro 1 par l'agence américaine de lutte contre le trafic de drogue. Il aurait séquestré, torturé et assassiné 2 de ses agents. Il a été transféré aux États-Unis aux côtés des 28 autres détenus, ce qui en a fait la plus grosse extradition jamais faite par le Mexique vers les États-Unis. Ils y ont rejoint des narcotrafiquants notoires comme El Chapo Guzman et El Mayo Zambada, tous deux fondateurs du célèbre cartel de Sinaloa. Le Chili, premier producteur mondial de cuivre, s'inquiète de l'annonce de Donald Trump de possiblement taxer les importations du métal rouge. Le président américain estime que le déversement de cuivre étranger sur le marché américain a fortement touché la production nationale et il veut donc la protéger. Mais la Maison-Blanche ne s'en cache pas. Cette mesure, ce serait aussi pour empêcher Pékin de dominer le marché mondial. Seulement la Chine n'est que le 4e producteur de la planète, la première place étant tenue par le Chili, dont l'économie dépend en grande partie du cuivre. Le cuivre constitue à lui seul 50% des exportations chiliennes et représentait en 2022 un peu plus de 10% du PIB. Après la Chine, les États-Unis sont le 2e plus gros client du Chili. Il y exporte 11% de son cuivre. Si elle se concrétise, l'imposition de droits de douane par les Américains pourrait réduire la compétitivité des entreprises chiliennes, mais aussi affecter la balance commerciale du pays ainsi que ses recettes fiscales. Au-delà des arguments protectionnistes et de sécurité nationale invoqués par Trump, le Chili a du mal à comprendre la décision du milliardaire. Car les États-Unis, déficitaires en cuivre, ont besoin des importations chiliennes. Et selon plusieurs experts, les Américains ne pourront pas renforcer leur capacité de production et de raffinage en si peu de temps. Les États-Unis ont de bonnes relations économiques et commerciales avec le Chili. L'imposition des taxes serait un coup bas, estime le président de la Commission sénatoriale des mines et de l'énergie. Alors, y aura-t-il ou pas de droits de douane sur le cuivre? Donald Trump a donné 9 mois à son administration pour apporter la réponse. C'est une nouvelle étape dans le rapprochement entre l'Éthiopie et la Somalie. Après une année de tension, ce jeudi 27 février, et dans le cadre d'un processus d'apaisement des relations, le président éthiopien Abiy Ahmed s'est rendu en Somalie. Il y a un an, la ceinture d'un protocole d'accord pour qu'Addis Abeba obtienne un accès à la mer au niveau de la région séparatiste du Somaliland avait provoqué la fureur de Mogadiscio.
Après une année de tensions, c'est à Turquie en décembre dernier que les deux pays ont retissé des liens diplomatiques en signant l'accord d'Ankara. Dans le cadre de ce processus, ce jeudi 27 février a marqué une nouvelle étape dans le rapprochement entre l'Éthiopie et la Somalie avec la venue en Somalie d'une délégation éthiopienne. Présentée comme une étape clé de la normalisation des relations bilatérales par le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, cette visite express avec une arrivée en fin de matinée et départ dans l'après-midi d'Abiy Ahmed à Mogadiscio est avant tout un renvoi d'ascenseur diplomatique puisque les deux hommes se sont déjà vus mi-janvier à Addis Abeba. Dans un communiqué commun diffusé ce jeudi en fin de journée, il est indiqué que l'Éthiopie et la Somalie sont des nations interdépendantes avec un destin commun et une vision partagée pour la stabilité et la prospérité régionale. La collaboration régionale est essentielle, a complété Ahmad Abiy sur les réseaux sociaux. Liens diplomatiques, lutte contre les groupes terroristes dans la région ont été évoqués ainsi que les intérêts économiques, notamment la volonté d'Éthiopie d'avoir un accès à la mer. Les autorités somaliennes se sont, pour le moment, engagées à faciliter le passage des marchandises de l'Éthiopie vers les ports somaliens, en particulier celui de Berbera, sur le territoire de Somaliland. Dans un communiqué en date du 17 février, la société civile de la ville d'Arlit au Niger s'inquiète de la suspension des travaux de réaménagement du site de la compagnie minière Dakota, située à proximité. C'est l'une des plus grandes mines souterraines d'uranium au monde et elle a fermé ses portes le 31 mars 2021. Depuis sa fermeture, la réhabilitation de l'ancienne mine d'une filiale de l'entreprise française Orano, obligatoire après la période d'exploitation, était en cours dans le nord du Niger. 10 ans de travaux sont prévus pour rendre à l'état quasi initial le site, pour un montant de 125 milliards de francs CFA, soit près de 200 millions d'euros. Cependant, le bras de fer qui oppose les autorités de Niamey au groupe français a depuis plusieurs mois perturbé les activités sur le terrain. Contacté par RFI, Orano confirme avoir demandé la suspension temporaire des activités de réaménagement de la mine le 9 janvier. En cause, les ingérences illégitimes et l'absence de dialogue avec les représentants de l'État du Niger qui, depuis des mois, paralysent la prise de décision essentielle au bon fonctionnement de Cominac. Dans son communiqué, la société civile d'Arlit s'inquiète, elle, du risque de contamination des nappes phréatiques en citant plusieurs exemples qui les préoccupent. Orano affirme maintenir sa volonté de mener à terme les travaux de réaménagement de la mine, mais pour cela, un retour à un mode de fonctionnement normal de la société Cominac est nécessaire, estime l'entreprise. Elle détaille par ailleurs les avancements sur le terrain. Selon Orano, 100% des travaux miniers souterrains ont été réalisés, 90% des installations de surface déconstruites, 6 bassins de récupération des boues et des eaux industrielles sur 12 ont été traités et 2 autres ont été recouverts. Enfin, plusieurs milliards de francs CFA ont été investis dans des programmes socio-économiques selon le groupe. Mais la société civile d'Arlit s'interroge sur les financements apportés par Orano. Pour elle, ces engagements ne sont pas tenus. Les sommes déboursées proviendraient uniquement des autres actionnaires, toujours selon la société civile d'Arlit. L'entreprise française n'a pas souhaité faire de commentaires à ce sujet. L'ancien premier ministre du président déchu Alpha Condé, Ibrahima Kassori Fofana, a été condamné jeudi 27 février à 5 ans de prison ferme par la Cour de répression et des infractions économiques et financières. Il a été reconnu coupable d'enrichissement illicite, de détournement de deniers publics et de blanchissement de capitaux. L'ex-chef du gouvernement devra aussi s'acquitter d'une amende de 220 000 euros. Il risque de perdre une grande partie de son patrimoine. Kassori Fofana est l'un des nombreux anciens dirigeants et responsables politiques de la société civile incarcérés ou inquiétés pour des malversations économiques ou des délits d'opinion sous le régime militaire. À l'image d'autres figures du clan d'Alpha Condé déjà condamnées par la CRIEF, la sanction infligée à Ibrahima Kassori Fofana ne se limite pas à la peine de 5 ans de prison ferme. L'État guinéen a décidé de saisir l'intégralité de ses comptes épargne. De plus, il devra verser près de 2 millions d'euros, 1,6 million pour le remboursement des sommes détournées et le reste en dommages et intérêts au profit de l'État guinéen. Une décision que le procureur de la CRIEF Ali Touré a appréciée.
Il défend les bien-fondés de cette condamnation au vu des documents bancaires et autres preuves signées de la main de Kassory. Nous estimons que la poursuite que nous avons entamée est bien fondée, les éléments constitutifs bien fondés, et ça a été repris par la Cour et ça a été vraiment un motif de satisfaction. La satisfaction, c'est aussi un message qu'on envoie aux dirigeants pour ne pas faire des biens publics ce qu'ils veulent. Et là, c'est pour dire que la gestion de la chose publique doit être moralisée, condamnée. En son absence, Kassory a refusé de comparaître devant la Cour anticorruption. Ses avocats, également absents, dénoncent une justice instrumentalisée, évoquant de graves violations de la procédure et des ingérences politiques. Ils soulignent également l'état de santé critique de leurs clients hospitalisés durant l'essentiel de sa détention. Malgré cela, le procureur spécial de la CRIEF, Ali Touré, a toujours refusé son évacuation sanitaire à l'étranger, estimant qu'il s'agissait d'une tentative d'échapper à la justice. L'avocat de l'ancien chef de gouvernement, Maître Sidiki Berete, a annoncé qu'il fera appel. Il voit dans ce verdict une décision au service des hommes du coup d'État et déplore les magistrats qui manipulent la loi comme de véritables magiciens. On va exercer nos recours, on fera appel. Nous, la décision là ne nous fait ni chaud ni froid. Les Guinéens ne méritent pas une telle violation de la justice. On se sert de la justice pour humilier les citoyens. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève l'édition. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.